Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Adrien Candiar est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes frère dominicain, vous êtes théologien, islamologue, auteur de Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien. C'est aux éditions Flammarion. Vous êtes membre de l'Institut dominicain d'études orientales basé au Caire, où vous vivez dans un couvent. Quel est, Adrien Candiar, le sens de votre démarche? Pourquoi au juste vous, frère dominicain, islamologue installé dans un couvent au Caire, capitale égyptienne, vous emparez d'un tel sujet? Alors, ça n'était pas mon but premier. Je travaille actuellement à une thèse de doctorat sur de la théologie musulmane classique, sur les rapports entre foi et raison au XIIIe, XIVe siècle, donc assez éloigné de l'actualité. Et pourtant, quand vous travaillez sur ces questions-là, sur l'islam, en France, on vous sollicite souvent. Quand je repasse par la France, beaucoup de gens me demandent d'intervenir, de donner quelques clés, parce que ce sujet a pris quand même une certaine ampleur dans le débat public. Et c'est comme ça que je me suis trouvé invité à faire une conférence dans une paroisse à Paris, l'année dernière, quand je passais par Paris. La date était choisie longtemps à l'avance et c'était le 19 novembre. Donc 6 jours après les attentats du Bataclan. J'ai donc essayé, dans une conférence qui a attiré beaucoup de monde juste après les attentats, d'avoir une parole sur l'islam, qui n'était ni pour défendre l'islam, ni pour attaquer l'islam, mais simplement plus modestement pour essayer d'y comprendre quelque chose. Donc j'ai essayé de dire quelque chose à ces gens qui étaient là. Et puis le texte de ma conférence a beaucoup circulé, sur les réseaux sociaux en particulier. Des éditeurs m'ont proposé, dont Flammarion, d'en faire un livre. Je me suis dit que compte tenu de la tension dans laquelle on était, ça pouvait valoir le coup d'essayer d'aider à y comprendre quelque chose. Alors il y a ce titre qui interpelle, Comprendre l'islam, ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien. Vous êtes aussi parti du constat juste, les faits vous donnent raison, c'est qu'en France, quasiment pas un jour sans parler de l'islam, des informations, des opinions au sujet de la religion musulmane, bien entendu sur fond d'une actualité internationale brûlante et parfois chaotique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre précis, plutôt Pourquoi on n'y comprend rien? Ça veut dire que plus on en parle, moins finalement on comprend? C'est ce que j'ai toujours remarqué. On en parle énormément, les gens ont énormément d'occasions d'entendre parler de l'islam, et pourtant, pour la plupart des gens que je rencontre, ce sujet reste toujours plus sibyllin. En particulier pour la grande question qui se pose dans le contexte des attentats qui sont perpétrés au nom de l'islam. Est-ce que l'islam est violent? Est-ce que l'islam est dangereux? Et alors même que vos confrères traitent cette question à longueur d'articles et d'émissions, on en ressort rarement avec des idées claires. Sans doute parce qu'on commence à entrevoir que l'islam est un univers. Et vous avez votre idée pour expliquer cette incompréhension. Vous écrivez notamment, quasiment dès le début du livre, 2 erreurs courantes empêchent de comprendre quoi que ce soit à l'islam. La première, c'est de croire que l'islam existe. La seconde, de croire qu'il n'existe pas. Voilà qui mérite un éclairage. Dites-nous. Évidemment, c'est une manière un peu provocante de présenter les choses. Quand je dis que l'erreur première est de croire que l'islam existe, c'est de croire que l'islam est une réalité simple, qu'on peut résumer en quelques mots ou en quelques phrases, que c'est une réalité unifiée, qu'il y aurait un véritable visage de l'islam. On se dit parfois, est-ce que les terroristes ont révélé, par exemple, le vrai visage de l'islam? Certains vont dire, oui, bien sûr, c'est ça le véritable islam. D'autres vont dire, pas du tout, le véritable islam, c'est un islam pacifique, tolérant. Et je crois que le fait qu'on n'arrive pas à trancher dans ce débat-là, c'est qu'on ne peut pas trancher. C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas un véritable visage de l'islam. Et de chaque côté, en positif ou en négatif, au fond, en Occident, chacun tente d'essentialiser, enfin essentialise. Essentialise. L'islam n'est pas une réalité simple. L'islam est une réalité complexe, qui a une grande diversité à la fois culturelle. Dans le monde arabe ne représente, enfin le Proche-Orient arabe a moins de musulmans que l'Inde, qui n'est pas un pays musulman. Donc il y a des réalités culturelles qui sont très différentes, mais aussi théologiques, pas seulement entre sunnites et chiites, où on sait qu'il y a une grande opposition, mais au sein même du sunnisme, il y a des différences théologiques, philosophiques, juridiques, spirituelles. Il y a différentes manières de vivre l'islam, et nous n'avons pas
de l'extérieur à choisir et à dire ça c'est le véritable islam, ça ne l'est pas. On doit accepter cette complexité. De ce mot islam, Adrien Candiard, découlent des mots souvent utilisés dans les médias, dans les journaux: islamisme, djihadisme, salafisme. Pas facile de s'y retrouver quand on est de l'autre côté de la caméra ou quand on lit la presse. Prenons le mot salafisme, qui est omniprésent dans le débat, notamment après les attentats. Vous avez évoqué celui du Bataclan. Est-ce que selon vous, vous qui êtes islamologue, c'est le bon terme pour parler de ces auteurs d'attentats, de ces radicalisés? Alors, il a un avantage par rapport à celui d'islamisme, c'est qu'il représente une réalité qui se revendique comme salafiste. Donc déjà, alors que l'islamisme en général est une construction de l'extérieur où on dit c'est tout ce qu'on n'aime pas dans l'islam, on va dire que c'est de l'islamisme. Au moins le salafisme correspond à un mouvement réel. On est dans le rigorisme religieux ou dans l'islam politique? Alors on n'est pas dans l'islam politique. Le salafisme est un mouvement, pour faire un peu vite, de réforme de l'islam, de réforme moderne, qui a voulu, devant l'échec face à la supériorité technique et militaire de l'Occident au XIXe siècle, voulu revigorer l'islam en le replongeant dans la vigueur de son origine. Dans l'islam des origines, on a voulu couper avec toute la tradition islamique, dont les réformateurs pensaient qu'elle s'était fourvoyée, qu'elle s'était sclérosée à force de subtilité théologique ou juridique. On a voulu donc renoncer à toute cette tradition, élaborée patiemment au fil des siècles, pour revenir apparemment à ce qui serait un islam des origines, qui est forcément un peu fantastique. Et la tradition prophétique notamment. Il y a un chapitre intitulé « Comprendre les crises de l'islam contemporain ». On a parlé du salafisme. Les djihadistes sont évoqués. Les djihadistes sont un mouvement très minoritaire qui est issu du monde salafiste. C'est-à-dire que c'est dans le monde salafiste que va apparaître des mouvements violents qui cherchent, dans la logique de retrouver l'islam des premiers temps, la communauté primitive de Médine, sa dimension guerrière. La plupart des salafistes ne sont pas djihadistes, ne cherchent pas à renverser l'ordre politique mondial. Ils le vivent intérieurement, personnellement, familialement, de manière assez privée, avec en général une soumission aux autorités, quelles qu'elles soient. Et ça, d'ailleurs, c'est le type de salafisme prôné en particulier par l'Arabie saoudite. En revanche, issus du monde salafiste, vont apparaître depuis les années 70, en gros, des mouvements qui n'hésitent pas à promouvoir cette vision de l'islam par la violence et qui sont à la recherche de l'établissement d'un ordre politique tout à fait nouveau, dont le califat de Daesh est une expression. Cette violence-là n'est pas une suite nécessaire du salafisme, mais il est intéressant de remarquer que le djihadisme apparaît toujours dans la matrice intellectuelle du salafisme. Il est toujours issu de cette matrice intellectuelle. Mais pour vous, ceux qui commettent les attentats en Europe, notamment en Afrique, est-ce qu'ils sont djihadistes d'un point de vue Ils sont djihadistes. Personnellement, sont-ils passés par le salafisme quiétiste, le salafisme un peu pacifique, par une évolution linéaire? Non, les trajectoires individuelles sont plus complexes. En revanche, ce qui est certain, c'est que la matrice intellectuelle du djihadisme vient du salafisme. On va maintenant parler, entre guillemets, de l'actualité internationale, la guerre sunnite-chiite. D'abord, est-ce une guerre et est-ce une guerre de religion? Ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans cette grande division entre le sunnisme et le chiisme, qui historiquement a parfois été très, très dure au point de vue théologique, on a eu Rappelons que ça veut dire la scission. Oui, alors les chiites sont qu'on appelle les partisans de Ali. Au départ, dès les premières décennies de l'islam, vous avez une division d'ordre politique entre les partisans de la famille du prophète et les partisans de la famille dominante. Ça, c'est pour la succession. Mais aujourd'hui, quand on voit le Yémen, notamment l'intervention de l'Arabie saoudite, quand on voit ce qui se passe en Syrie, est-ce qu'on est là dans la théologie ou est-ce qu'on est là dans un conflit purement politique? Alors, justement, ce qui a commencé dans la politique s'est élargi en théologie. Ouais. Et depuis quelques décennies, la controverse théologique n'est pas si grande. Il y a eu depuis quelques siècles, des rapprochements sur beaucoup de points entre sunnites et chiites. Et aujourd'hui, cette division chauffée à blanc entre sunnites et chiites est largement politique, est largement due à des questions de géopolitique entre la politique iranienne, qui, après la révolution iranienne, l'Iran avait voulu être leader de l'ensemble du monde musulman. Ce qui n'a pas marché, et elle a changé en quelque sorte de stratégie en devenant leader du monde non sunnite,
en ralliant des mouvements dits chiites, qui sont parfois très différents entre eux, sous sa bannière, contre un certain nombre d'États sunnites, comme en particulier l'Arabie Saoudite et la Turquie. Alors, dans tout ce débat sur l'islam, il y a un pays sans doute dans le monde qui est l'un des cas d'école, si l'on peut dire, et vous y vivez, c'est l'Égypte. Vous parlez de ce qu'on a appelé les printemps arabes il y a 5 ans. Vous posez la question, qui est souvent abordée dans le débat français, l'islam est-elle incompatible avec la démocratie? On n'entend pas aujourd'hui, avec un dirigeant comme Sisi, soutenu notamment par la France et d'autres gouvernements occidentaux, le nationalisme et la laïcité sont-ils compatibles avec la démocratie? Pourquoi? Sans doute parce que, dans notre expérience européenne, on a vu qu'il était possible, à partir de formes de nationalisme, d'avoir des expériences démocratiques. Le gaullisme est une forme de nationalisme parfaitement compatible avec la démocratie. On a fait cette expérience-là. Le fait qu'il n'y ait pas de démocratie parfaite dans le monde musulman, que les expériences démocratiques soient toujours un peu insatisfaisantes. On peut penser dans le monde arabe au Liban, où la Tunisie est encore un exemple trop jeune pour qu'on puisse en être certain. Il y a des doutes. Souvenons-nous qu'il y avait aussi, jusqu'en 1945, de grands doutes sur la compatibilité de la culture allemande avec la démocratie. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de leçons démocratiques à donner à l'Allemagne. Vous venez de citer la Tunisie, on parle de l'Égypte. En quoi ces printemps arabes ont-ils joué un tournant, selon vous ? Ils ont été l'occasion de donner une expérience du pouvoir à l'islam politique, en particulier aux frères musulmans directement en Égypte, ou à un parti proche, Ennahda, qui est un parti proche des frères musulmans. L'islam politique qui n'est autre chose que le salafisme, qui est un mouvement politique qui cherche à réislamiser le pouvoir et la société, sans réformer l'islam nécessairement. Cette expérience a été intéressante parce qu'on a vu en Égypte, d'une part, les limites intrinsèques de dire on va faire une politique islamique avec une économie islamique. On a vu que derrière ces slogans, il y avait peu de projets. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'une économie islamique ? Personne ne le sait. Ouais. Et on voit que les frères n'avaient pas de grands projets derrière, dans les cartons qu'ils auraient pu sortir. Non, les slogans étaient des slogans. Adrien Candia, on va profiter de votre présence tout de même. C'est important dans votre livre. Quel est le problème tout de même et le malaise au sein de l'islam? Est-ce que c'est cette notion de Oumma, de communauté, qui serait un mythe? Comment expliquez-vous ce malaise interne à l'islam tout de même? Alors, au sein de l'islam sunnite aujourd'hui, je crois que la grande crise que nous traversons et qui nous touche même indirectement, mais qui nous touche de plein fouet, est une crise de légitimité, de recherche. Enfin, qui peut dire ce qu'est l'islam? Les autorités traditionnelles de l'islam, qui sont... Al-Azhar au Caire, ça suffit pas. Al-Azhar, par exemple, au Caire, qui sont des autorités qui, depuis des siècles, ont élaboré des formes de magistère assez horizontales, de consensus entre les savants. Eh bien, ces autorités traditionnelles sont dépassées aujourd'hui par les questions posées par la modernité et par un mouvement moderne, même s'il nous apparaît comme très rétrograde, un mouvement absolument moderne, qui est le salafisme, et qui répond de manière aux questions posées par la modernité. Merci beaucoup, Adrien Candia. Comprendre l'islam, ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien, c'est chez Flammarion, aux éditions Champ Actuel. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.